Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence organisée depuis l'auditorium de Sky Park dans les Yvelines. Je suis Mathilde Lahalle, je travaille à la communication de Crédit Agricole Groupe Infrastructure Plateforme. Et chez CAGIP, chaque année, au mois de mars, c'est le mois du cœur. CAGIP s'engage chaque année en faveur de la sensibilisation aux dons d'organes et de tissus. Et à cette occasion, nous organisons un certain nombre de communications et d'événements. Et aujourd'hui, avec nos invités, nous tenterons de répondre à toutes vos questions pour lever les tabous sur cette cause qu'est le don d'organes et de tissus. Vous qui êtes connectés à distance, merci déjà d'être avec nous. Vous avez une fenêtre de chat en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas, postez toutes vos questions, vos commentaires. Nos invités sont là pour vous répondre. Vous les postez aux co-animateurs et mes petits camarades dans la régie me les relayeront tout au long de la conférence. Hervé, bonjour, tu es directeur communication de CAGIP. Et un petit mot d'introduction peut-être ? Oui, merci beaucoup Mathilde. Je vais juste dire quelques mots pour les gens dans la salle et pour les gens qui sont connectés à distance pour insister et puis pour rappeler quand même l'importance pour CAGIP et pour le groupe plus globalement que vous soyez là avec nous et pour pouvoir témoigner justement et ce besoin de sensibiliser autour du don d'organes et du don de tissus. Je pense que nos invités vont vous le rappeler, et puis je vais pas vous prendre ces informations-là, mais vraiment plus qu'un mois du cœur, c'est pour nous, c'est inscrit dans l'ADN de l'entreprise. Dans notre entreprise, bien évidemment, chez CAGIP, dans l'entreprise précédente, mais aussi plus globalement dans le groupe Crédit Agricole. Et justement, cette année, nous avons eu la chance de mobiliser 3 caisses régionales à nos côtés, qui sont du Crédit Agricole du Centre-Est, Crédit Agricole des Savoies, et puis le Crédit Agricole d'Île-de-France, qui nous accompagnent, et qui ont pu aussi relayer l'ensemble de nos actions de sensibilisation. Donc je le rappelle que c'est notre deuxième événement, hein. Le premier a eu lieu le 1er mars dernier en lançant un grand quiz de sensibilisation où on vous invite à tous à vous connecter pour pouvoir apprendre, comprendre et puis pouvoir adhérer à ces actions. Et puis bien évidemment, donc aujourd'hui, là, c'est cette conférence et qui, moi je me souviens, celle de l'année dernière avait engendré beaucoup d'émotions en tout cas et merci encore de témoigner et de venir avec nous. Le Crédit Agricole, via CAGIP, est très heureux pour la 11e fois de participer à la course du cœur. Nous avons des coureurs motivés, des collaborateurs qui ont envie d'y participer. Donc, via certains canaux, on va en faire la promotion. Et en tout cas, plus que ça, c'est une aventure collective, je pense, des coureurs. C'est une aventure collective de l'entreprise. Et ça devient de plus en plus une aventure collective du groupe Crédit Agricole. Donc, vraiment, pour le coup, merci à tous, tout ce que vous faites. Voilà. Et si on peut modestement contribuer par des efforts physiques, par de la présence ou par quelques euros, en tout cas, on le fera avec grand plaisir. Et merci encore. Merci beaucoup Hervé. Alors avec nos invités pendant 1 heure, nous allons donc tenter de répondre à vos questions. Ludivine, bonjour. Tu es secrétaire générale de Transform, l'association qui organise la course du cœur et qui s'engage notamment pour aider les greffés dans leur quotidien. Tu es également greffé cœur-poumon et tu nous raconteras comment on fait quand on est une femme, une maman d'un petit garçon de 5 ans pour gérer cette situation qui vous tombe dessus du jour au lendemain, en quoi la greffe change la vie personnelle et professionnelle d'une personne en attente. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi Mathilde. D'autant que l'année dernière, tu n'avais malheureusement pas pu être avec nous à cause du Covid, donc on est encore plus content de t'accueillir. Moi aussi. Emmanuel, bonjour. Tu es président de l'association Montagne d'Espoir. Tu as été doublement greffé du rein en 97 et 2011 et tu es un sportif de haut niveau, on peut le dire, puisque tu as à ton actif tout un certain nombre de palmarès. Tu nous raconteras l'importance du sport dans ton parcours et comment il a contribué à ton rétablissement. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Sabrina, bonjour. Tu es infirmière coordinatrice en prélèvement à l'hôpital Henri Mondor de Créteil et tu nous expliqueras en quoi c'est important de se prononcer pour ou contre le don d'organes, de le dire à nos proches et tu nous aideras aussi à lever les tabous sur cette cause du don d'organes. Il y a beaucoup de zones d'ombre qui est liée à des peurs qui sont légitimes. Donc, tu nous aideras à répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup d'être avec nous. Très heureuse d'être avec vous.
Alors voilà, le quotidien, on rentre dans le vif du sujet, le quotidien de la greffe, c'est l'urgence et c'est l'imprévu. Et aujourd'hui, Arnaud Mariani, qui est également infirmier avec toi à l'hôpital Henri Mondor, n'a pas pu être avec nous, puisqu'il est actuellement en opération. Tu vas le rejoindre en urgence juste après, puisque voilà, vous avez reçu un greffon cette nuit, et du coup, voilà, il est au bloc, en fait. Merci beaucoup. Alors, donc, je vous rappelle, pour adresser toutes vos questions, si vous nous avez rejoints à l'instant, vous avez une fenêtre de chat à votre disposition en bas à droite de votre écran. Vous postez toutes vos questions, vos commentaires. N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions idiotes. On est entre nous. Vous les envoyez au co-animateur et on nous les relaiera au moment des questions-réponses ou tout au long de la conférence. Pour commencer, je vous propose d'aborder un cadre assez pragmatique avec quelques chiffres. Les chiffres, on va les avoir à l'écran. 5 494 greffes en 2002. Ça paraît beaucoup, et pourtant, c'est pas assez. On a 533 donneurs vivants, et tu nous expliqueras aussi comment on peut être donneur vivant. Mais le fait est que 5 494 greffes, c'est toujours trop peu, Sabrina. C'est un chiffre qui paraît important pour les personnes qui ne connaissent pas, mais effectivement, c'est un chiffre, malheureusement, qui ne permet pas de greffer tous les patients qui sont en attente, puisque, malheureusement, 3 patients décèdent chaque jour sur la liste d'attente. Et donc, c'est un chiffre qui est en augmentation, puisque, à cause de la crise sanitaire, nous avons eu une chute significative des greffes liées à la crise sanitaire. Donc, nous essayons de rattraper un petit peu les chiffres des années précédentes. Donc, c'est en bonne voie, mais ce n'est pas suffisant. À cause de la crise sanitaire, puisque vous aviez des lits qui étaient pour les greffes et finalement qui ont été pour la gestion des Covidés, en fait. Des patients atteints du Covid, donc ce qui ne nous permettait pas de faire des prélèvements d'organes. Donc, l'activité a été arrêtée pendant un certain temps, puisque nous avions besoin des lits pour les patients atteints de la Covid, qui étaient intubés, ventilés, et donc qui nécessitaient une réanimation. Et on compte aujourd'hui, les dernières données sont les suivantes, 10 810 personnes sont en attente de greffe actuellement en France. Il est donc important de se mobiliser, ou du moins de s'informer sur cette cause. On voulait vraiment commencer cette conférence avec ce cadre un petit peu pour donner le ton. En termes de loi, aujourd'hui, on est tous donneurs. Enfin, il paraît. Le fait est que la loi est rédigée ainsi, on est tous donneurs, et pour autant, c'est important de se prononcer, et c'est le premier message de cette conférence. Tout à fait. Donc, l'activité de prélèvement d'organes et de greffe est une activité qui est vraiment chapeautée par la loi et qui est très importante. C'était une loi qui avait été mise en application, ça s'appelle la loi Caillavet, donc qui déjà parlait de consentement présumé, ce qui signifie que nous sommes tous donneurs potentiels à condition d'avoir refusé de donner. Et donc, cette loi a été un petit peu mise à jour en 2016 avec la loi de modernisation de la santé, mais du coup qui n'a pas changé les termes et qui consiste à dire que nous sommes tous donneurs potentiels. Malheureusement, cette loi n'est pas connue de tous, du grand public, et très souvent, nous nous retrouvons confrontés à des familles pour lesquelles les défunts ne s'étaient pas prononcés. Et donc, c'est pour ça que ce message est important, puisque malheureusement, ils sont obligés de refuser plutôt que de dire oui, parce qu'on préfère dire non pour ne pas porter le poids de la culpabilité. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de se prononcer, de faire savoir si on souhaite donner ou ne pas donner. Donc, en s'inscrivant sur un registre des refus, si on refuse de donner, et puis de le dire à ses proches, surtout. Donc, si je comprends bien, au moment où vous allez voir les familles, le fait qu'elles disent non prime sur le fait qu'on soit tous donneurs, en fait, y compris pour les mineurs. Oui. Alors, pour les mineurs, c'est un petit peu particulier parce que ça nécessite une autorisation parentale qui est signée par les parents. Mais pour les adultes, nous dépendons du consentement présumé. Et donc, nous interrogeons un registre national des refus. La loi nous permettrait d'aller au don d'organes si la personne n'est pas inscrite. Mais malheureusement, on doit aussi rechercher la non-opposition vis-à-vis des proches. Et donc, très souvent, comme les proches ne connaissent pas la position du défunt,
préfèrent refuser. Et c'est ce qui explique un taux d'opposition beaucoup trop important en France, puisqu'on est au-dessus de 34% cette année. Et ce qui explique aussi que nous ne pouvons pas aller au prélèvement, et ce qui explique aussi ce chiffre catastrophique de 3 personnes qui décèdent chaque jour sur la liste d'attente. La loi est également marquée par un principe d'anonymat entre les donneurs et les receveurs. Oui. Dans les principes les plus importants donc de la loi, effectivement, il y a l'anonymat entre le donneur et le receveur, puisque les receveurs d'organes ne connaîtront jamais l'identité du donneur. Donc ça, ce sont des principes vraiment qui sont très prononcés dans les lois de bioéthique. Et donc, vous avez aussi l'anonymat, donc cet anonymat, et la gratuité du don, qui consiste à ne pas payer un donneur parce qu'il a donné ses organes ou payer une équipe parce qu'on s'est déplacé pour prélever des organes. Donc voilà, ce sont vraiment 2 principes qui sont très très importants dans cette loi de bioéthique. Et le 3e principe, on l'abordera un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est le respect du corps. Tout à fait. Oui, j'en parlerai dans la prise en charge des donneurs. Donc lorsque nous nous retrouvons face à des proches, donc ce sont des points qui sont très importants et que nous devons souligner, puisqu'en tant que coordinateur, nous sommes responsables de la restauration du donneur et donc du respect du corps. Et ce sont vraiment des critères qui sont très importants avec les proches, puisque c'est ce que nous devons dire lors des entretiens. Nous établissons vraiment un rapport de confiance et il n'est pas question de ne pas restaurer un donneur. Donc vraiment, on a un travail qui est très très important et toutes les équipes qui sont impliquées dans cette activité sont là, présents et vont jusqu'à vraiment la restauration parfaite, esthétique du donneur, pour que la famille puisse, lors de la présentation, ne pas reprocher quoi que ce soit concernant le don d'organes et de tissus. Une petite question que je me pose, alors du coup, bon, je te prends un peu au dépourvu, mais je sais que tu tiens particulièrement à infirmière coordinatrice de prélèvement. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les rôles de chacun au niveau du corps médical dans ce principe du don d'organes? Alors, l'infirmière coordinatrice de prélèvement, donc c'est une activité médicale, hein, évidemment, qui est chapeautée par un médecin coordinateur de prélèvement. Donc, nous sommes infirmiers avec une expérience en réanimation, puisque nous prenons en charge des donneurs en état de mort encéphalique. Donc, nous sommes appelés en amont, très rapidement, quand le patient arrive sur l'hôpital et que nous ne pouvons malheureusement rien faire pour lui. Donc, nous sommes là pour assister au diagnostic médical de mort encéphalique. Nous sommes là pendant toute la prise en charge du donneur en réanimation. Nous sommes là aussi pour optimiser les greffons, puisque quand on a un donneur, un organe est tellement important qu'il faut tout faire pour aller au prélèvement d'organes. On est là un petit peu pour sauver les organes et permettre, bien sûr, que des patients puissent bénéficier de cet organe. Voilà, dans notre métier, en fait, on est là du début jusqu'à la fin et on peut être aussi sollicité par les familles après le don d'organes. On a un rôle très important d'accompagnement des proches tout au long de la procédure. Donc, nous travaillons sur la réanimation. Nous travaillons aussi sur le bloc opératoire où nous assistons pour pouvoir assurer justement la restauration tégumentaire du défunt. C'est très important et notre rôle est aussi important qu'en réanimation. Et nous sommes là jusqu'à la présentation du corps à la famille et bien des années plus tard, puisque nous avons aussi les familles des donneurs qui se renseignent pour savoir si les receveurs vont bien. Donc moi, je sais que ça fait 13 ans que je fais ce métier et même encore au bout de 13 ans, j'ai encore des familles qui me rappellent pour avoir des nouvelles des receveurs. Il y a vraiment un lien qui se tisse entre le professionnel qui va prendre en charge cette famille et la famille. Donc toi, tu sais qui a donné et qui a reçu, mais tu ne peux pas transmettre les informations à chacune des familles, en fait. Oui. Alors après, il y a un principe aussi au niveau de l'agence de biomédecine, c'est que nous connaissons les donneurs, mais normalement, nous ne devons rien connaître du receveur. Donc nous connaissons bien sûr les équipes qui viennent, puisque c'est nous qui organisons le bloc opératoire autour du prélèvement d'organes, mais en aucun cas, nous devons divulguer cette identité, puisque le donneur va devenir, donc on va créer un dossier donneur qui va porter ce qu'on appelle un numéro cristal et qui donc va permettre l'identification du donneur pour que les équipes qui viennent
ne connaissent jamais l'identité. Et donc les receveurs, quand ils sont greffés, ne connaîtront jamais non plus l'identité. Ni l'âge, ni le sexe, ils n'auront aucune information, ni les causes, malheureusement, du décès. D'accord. Alors, je vous propose tout de suite de passer du côté du receveur, justement, Emmanuel. Toi, tu es malade depuis ton enfance, en fait, alors que Ludivine, tu as été touchée de plein fouet par la maladie. Vos histoires sont différentes, bien que vous soyez tous les deux greffés. Ludivine, tu veux commencer peut-être ? Oui, effectivement. Donc moi, j'ai été malade à 35 ans. J'ai eu une maladie des poumons qui a avec des conséquences sur le plan cardiaque. Donc très très vite, en fait, je pense que quand on a 35 ans, moi j'étais cadre dans une grande entreprise aussi. J'étais maman d'un petit garçon de 5 ans. Et même si je ressentais cet essoufflement et que je voyais bien que il y avait quand même des signes physiques qui trompaient pas et que je sentais qu'il y avait un problème, je m'attendais absolument pas au diagnostic de cette maladie, donc qui était une maladie rare et évolutive et incurable. Donc on m'avait donné 4 ans d'espérance de vie. Et donc, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, c'est tout qui s'écroule. C'est de se dire que votre enfant a 5 ans et que dans 4 ans, il en aura 9 et qu'il aura peut-être plus de maman. Donc, non, c'est... Et qu'il faut trouver une solution, du coup. Il faut trouver une solution. Donc, moi, à l'époque, j'étais à Nice, je vivais à Nice. Les traitements qu'ils ont mis en place n'ont pas fonctionné tout de suite. Donc, je suis partie toute seule à Paris. Je me suis renseignée sur les équipes qui étaient en charge de cette maladie. Il y avait un pôle au Kremlin-Bicêtre. Et donc, j'ai enfoncé toutes les portes jusqu'à ce qu'on me dise, oui, il y a une solution, c'est la greffe. Et ça, c'est le deuxième choc, parce que se dire que c'est vrai qu'on sait ce que c'est une greffe d'organes, mais au moment où on vous annonce que vous allez être greffé, d'un seul coup, on ne sait plus ce que c'est. C'est-à-dire qu'on pose des questions quasiment infantiles, à se dire, mais attendez, là, vous êtes en train de me dire qu'on va me transplanter un cœur, des poumons, c'est-à-dire tout ça, et que cette personne est décédée et qu'elle va donc me donner ses organes. Enfin, d'un seul coup, ce principe que je connaissais déjà, mais pour lequel j'avais évidemment beaucoup moins, d'un seul coup, il va s'appliquer à vous, et là, c'est monstrueux. Et combien de temps as-tu attendu ta greffe ? J'ai été malade 4 ans, enfin, on m'avait donné 4 ans d'espérance de vie, j'ai été malade 4 ans. Donc, ils avaient vu juste, et j'ai attendu vraiment, quand j'ai été sur liste, 14 mois, dont les 3 dernières semaines en super urgence. Ça veut dire que là, j'étais prioritaire, puisque c'était vraiment une urgence vitale. J'ai été pendant 2 ans sous oxygène, donc je me baladais avec un petit sac à dos et puis les tuyaux dans le nez pour pouvoir respirer. Et quand je pouvais me balader, quand je pouvais monter des escaliers, parce que c'était vraiment... j'étais allongée toute la journée. Donc les 3 derniers mois, les 3 dernières semaines, j'ai attendu à l'hôpital, en service de réanimation. Emmanuel, quant à toi, tu es malade depuis ton enfance. Oui, même depuis... moi, c'est un problème de plomberie, on va dire. L'urine ne sortait pas à la naissance. Et elle a abîmé mes reins. Et à l'âge de 3 mois, on m'a enlevé un rein. L'autre a été touché à moitié. J'ai vécu quasi normalement jusqu'à l'adolescence. Et à l'adolescence, la fonction rénale a commencé à baisser. Donc c'est une histoire un peu différente de celle de Ludivine, où moi... j'ai tout de suite vécu avec ces soucis. Donc, quelque part, j'ai construit ma vie avec ça. Je n'ai pas eu ce choc à 35 ans de l'annonce d'une greffe. Par contre, j'ai vécu une adolescence et j'ai été construit avec l'image entre guillemets, du malade. J'ai un caractère plutôt positif et quand on est enfant, ce qui nous arrive, ça nous apporte une espèce de maturité. Et puis surtout, j'en ai fait un atout de vie sur une espèce de force qui est en nous et qui nous permet d'aller de l'avant. Voilà, donc ça c'est mon histoire. J'ai eu donc une première greffe à l'âge de 17 ans. On pourra en parler si vous avez des questions. Cette greffe a duré 10 ans. Et ensuite, je suis retourné en dialyse parce que c'est une greffe de rein. Donc nous, pour l'attente, il y a une solution d'attente qui est la dialyse, qui n'est pas une vie, mais qui permet quand même de survivre. Et au bout de 4 ans,
j'ai été greffé une deuxième fois. Donc tu es retourné pendant 4 ans en dialyse? Je suis retourné pendant 4 ans en dialyse, tout à fait. Ok. Merci beaucoup de ces témoignages. Alors, un jour, votre téléphone sonne. Et c'est l'annonce. Préparez-vous, on a un organe pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Alors pour moi, le téléphone a faussement sonné une nuit. Je ne sais pas pourquoi. Et ce n'était pas du tout l'hôpital à 2h du matin. Je ne sais pas, une mauvaise blague peut-être. Mais en tout cas, j'ai ressenti ce que ça pouvait être quand le téléphone sonne en pleine nuit. Tout notre corps se dérobe. On tremble de partout. On passe du chaud au froid. C'est vraiment des sensations physiques. On se demande si on y va, on ne va pas y aller. On ne sait plus où on en est. Et puis, du coup, moi, je n'ai pas eu le coup de fil tant attendu, puisque moi, j'ai attendu donc en réanimation en super urgence, voilà, que mes organes arrivent. Alors que toi, Emmanuel, ton téléphone a sonné 2 fois, du coup. Alors, du coup, il a sonné 2 fois. Il a même sonné 3 fois. 2 réactions différentes. La première, j'avais 17 ans, j'étais adolescent. Je me souviens très bien, c'était la rentrée, le jour de la rentrée de terminale. Enfin, le jour, la nuit. Comme dans les films, coup de téléphone à 1h du matin. J'ai le souvenir d'avoir eu à ce moment-là une sérénité absolue, où je faisais conduite accompagnée, c'est la petite anecdote, où j'ai même proposé à mes parents, attendez, vous êtes stressés, c'est moi qui vais conduire. Bon, ils ont quand même conduit. Et donc là, à 17 ans, en fait, on est conditionné, on est un peu l'acteur d'un film principal, et le film commence et tout se déroule. Deuxième transplantation, c'est plus particulier. J'en étais à 4 ans de dialyse. Donc la greffe, au bout de 4 ans, on se dit ça va arriver, on ne sait pas trop. Et puis alors là, pour la petite anecdote, je vois donc mon là, téléphone. Tu as 27 ans. Pour la deuxième greffe, tu as 27 ans. Ouais, un peu plus. À peu près. À peu près. Okay. J'ai une trentaine d'années. La petite anecdote, c'est que le téléphone sonne et je rentre dans un parking. Je vois que c'est l'hôpital qui m'appelle. Qu'est-ce qu'ils me veulent encore ? Première réaction. Et puis, le téléphone passe pas dans le parking. Et puis là, quand même, on commence un petit peu à réfléchir. Et je vais quand même les rappeler. J'ai pas un truc à faire. Il y a quelque chose. Donc bon, je les rappelle. Et là, c'était bonjour. Et ben voilà, on a un rein pour vous. Et alors là, même réaction, même sensation dans le corps. Alors c'est un mélange de peur, d'anxiété, mais aussi de bonheur, puisque c'est un nouveau départ qui s'annonce, mais aussi une lourde maladie. Et en fait, le corps se met, on ne contrôle plus rien. Il y a une décharge émotionnelle énorme et le corps se met à trembler. Après, j'avais l'expérience de la première greffe, etc. Donc je savais. Ouais, t'étais rodé, quoi. On va dire ça. On n'est jamais rodé, mais voilà. Donc après, c'est l'urgence sans être non plus. J'étais pas en extrême urgence, mais c'est l'urgence par rapport à la greffe. Donc on a sa petite valise de prête, on va à l'hôpital, on sait qu'on va faire des analyses et on sait qu'on part pour une aventure dure, mais une très belle aventure. C'est-à-dire qu'à cette période de votre vie, quand vous êtes en attente de greffe, vous avez toujours votre valise avec vous, toujours prêt, quoi, comme les scouts. Pas moi. Ouais, toi, tu étais en... Non, mais j'ai jamais voulu la préparer. En fait. D'accord. Parce que de toute façon, je partais du principe que le jour où j'allais partir, oui. Ce serait pour le bloc. Tu allais peut-être te dépêcher un petit peu. Ce serait pour le bloc, et j'avais bien conscience que pour moi, ça risquait d'être très long et que les suites opératoires seraient... Enfin, il m'avait déjà annoncé que je passerais sûrement un temps certain en réanimation. Sabrina, est-ce que tu peux nous expliquer côté médical quel est ce process ? Parce que toi, du coup, tu interviens en amont. Voilà, un patient est décédé. Vous avez tous été appelés de nuit. Peut-être il y a plus d'appels la nuit, d'ailleurs. Comment ça se passe du côté médical ? Quel est le process ? Et c'est une course contre la montre, en fait. Oui, alors aujourd'hui, moi, je suis coordinatrice de prélèvement d'organes, donc je m'occupe des donneurs. Mais à l'époque, j'étais donc côté greffe. Et donc, ce que vous décrivez dans votre expérience par rapport au coup de fil, moi, je l'ai vécu en appelant les patients. Et donc là, il faut savoir que c'est vraiment la course contre la montre, puisque quand l'agence de la biomédecine, puisque c'est cette agence d'État qui va proposer les greffons dans les centres hospitaliers, à partir du moment où on a un appel de greffe, l'équipe médicale a 20 minutes pour répondre à cet appel, pour pouvoir dire si on greffera ce patient ou pas.
Et donc, à partir de là, va se déployer des maillons, puisque nous sommes des maillons. La chaîne, c'est vraiment le prélèvement d'organes et la greffe. Et donc, c'est 2 équipes qui vont devoir être synchronisées pour aller le plus vite possible, puisqu'à partir du moment où le donneur est en état de mort encéphalique, malheureusement, il peut y avoir des instabilités hémodynamiques et donc il faut aller très vite. Comment ça se passe en pratique? Donc, on contacte le patient. Donc, nous avons la liste d'attente avec les coordonnées des patients. Donc, les patients savent qu'ils peuvent être appelés à n'importe quel moment et donc être prêts à recevoir l'appel. Effectivement, comme tu le dis, Mathilde, les appels sont souvent la nuit, puisque nous faisons beaucoup de prélèvements la nuit du fait de la libération des salles opératoires. Et donc, à partir de là, donc, les patients sont appelés, arrivent à l'hôpital et nous les prenons en charge. Et donc, toute cette chaîne va se mettre en place et il faut aller très vite. Donc, l'équipe médicale est aussi stressée puisque nous vivons ces instants avec les patients. Et donc, à partir de là, nous allons mettre en place vraiment toute l'organisation et accompagner le patient pour aller au bloc opératoire et puis le recevoir et vivre avec lui justement ses premiers jours de greffe et ses premières thérapeutiques en réanimation. Tu nous parlais tout à l'heure d'un fichier. Comment ça se gère en fait, enfin, les urgences par exemple? Ludivine était en urgence ultime, je ne sais pas trop quels sont les termes. Comment ça se passe du côté médical? Comment on attribue Alors, en fait, il y a une liste d'attente nationale donc, qui est gérée par l'Agence de la biomédecine. Donc, chaque hôpital a sa liste d'attente. Elle est remise à jour en fonction de l'état du patient. Donc, il y a la liste d'attente nationale, on va dire traditionnelle, où là, ils ont un numéro de rang sur la liste. Et donc, ils sont greffés en fonction de la liste. Et après, nous avons ce qu'on appelle la super urgence, donc, qui existe pour le cœur, pour les poumons et pour le foie, où quand malheureusement l'état du patient se dégrade, il passe dans ce qu'on appelle la super urgence. Et donc à partir de là, ils deviennent prioritaires à l'échelon national. Et donc ils doivent être greffés dans les 48 heures. Donc si un greffon est compatible à ce moment-là, le patient en super urgence sera prioritaire par rapport à tous les autres. Il faut savoir que l'Agence de biomédecine établit des priorités, notamment des priorités pédiatriques. Donc les enfants sont toujours prioritaires. Après, vous avez donc les super urgences et vous avez les patients dits hyper immunisés. Donc, ce sont des patients qui sont régulièrement transfusés et qui développent des antigènes et donc qui sont plus difficiles à greffer. C'est aussi pour ça que les patients en attente de greffe rénale attendent beaucoup plus longtemps que les autres parce que ce sont des patients, la plupart du temps, hyper immunisés. Et donc, cette liste d'attente est gérée donc, par l'Agence de la biomédecine. Et donc, le patient est appelé, elle est mise à jour par les chirurgiens qui sont référents des patients. Et donc après, une fois que le donneur, donc, on arrive au stade de la répartition des organes. Donc c'est l'Agence de la biomédecine, donc le pôle national de répartition des greffons, qui a un logiciel en fait qui va faire en sorte que un donneur va correspondre à plusieurs receveurs potentiels. Et donc c'est un algorithme. Et donc ils ont des listes de patients. En priorité, en première position, deuxième, troisième, quatrième. Donc ça veut dire que chaque hôpital envoie sa liste à l'agence de biomédecine. Cette liste mouline avec un algorithme et du coup, après, en fonction de l'arrivée des greffons, on sait comment sont attribués les organes. Exactement. Tu parlais tout à l'heure de compatibilité d'organes. Est-ce que tu peux juste nous préciser en quoi un organe est compatible ou pas? C'est le groupe sanguin, j'imagine? Oui, alors les données de compatibilité donc, concernent essentiellement le groupe sanguin, puisque la plupart du temps, on est greffé en isogroupe, ce qu'on appelle l'isogroupe. Vous avez des compatibilités immunologiques, donc le typage HLA, donc un patient qui va se rapprocher le plus d'un autre patient. Et il y a aussi des critères morphologiques, c'est-à-dire qu'un patient d'1,80 m ne pourra pas donner son cœur à quelqu'un qui mesure 1,50 m. Donc il y a des critères morphologiques aussi qui sont importants. Et finalement, tous ces critères-là vont faire qu'il y aura une compatibilité plus importante pour un patient que pour un autre. Et, alors, il n'y a pas de sexe homme-femme, parce qu'un homme peut être greffé à partir d'une femme et également une femme à partir d'un homme. Voilà.
Je vous propose qu'on prenne quelques questions qui nous sont arrivées. N'hésitez pas à continuer à nous les envoyer à distance. Une première question pour se prononcer. Est-ce que les secouristes consultent la partie appel d'urgence des smartphones? En effet, on peut cocher donneur d'organes dans cette partie quand on configure son téléphone. Alors, je ne sais pas si on aura les éléments de réponse, mais... Alors, en pratique, ça peut, mais il faut savoir que quand on reçoit les patients, malheureusement, alors si ça s'est passé sur la voie publique, les téléphones sont confisqués par la police, donc nous n'avons pas toujours accès au smartphone. Alors, pendant longtemps, on avait cette fameuse carte de donneur qui pouvait indiquer qu'on était donneur d'organes. C'est une carte qui peut nous aider, nous, en pratique, puisque quand une famille se pose des questions et ne savait pas trop, on peut utiliser cette option de carte pour dire que c'est important de respecter la volonté de la personne. Mais les smartphones, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on utilise. C'est pas fiable. Enfin, pour cette cause-là, ce n'est pas fiable. Rien ne vaut le fait de se prononcer auprès de ses proches. Auprès de ses proches, oui. Merci beaucoup. Une deuxième question pour Emmanuel. Est-ce que vous étiez d'autant plus stressé pour votre deuxième greffe, étant donné que vous connaissiez et aviez déjà vécu toutes les étapes par lesquelles vous alliez devoir passer? Alors, j'étais pas forcément stressé en effet, mais j'étais plus anxieux. Pourquoi? Parce que je savais ce qui allait m'attendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une opération, des douleurs, etc., etc. Donc, en effet, je connaissais ce qui allait m'arriver, même si c'était il y a 14 ans auparavant. Par contre, je connaissais aussi les difficultés de ce que j'allais vivre pendant les jours de cette lourde opération qui est la transplantation. Merci beaucoup. Une autre question. Je comprends que le consentement systématique sera demandé à la famille, même si la loi considère que nous sommes tous donneurs. Comment faciliter l'accès à l'information de qui contacter pour faciliter son choix d'être donneur? Alors, en fait, nous avons l'obligation, même si la loi nous permet d'aller au don d'organes, puisque nous sommes tous donneurs potentiels, c'est de vérifier quand même l'absence d'opposition, puisqu'une personne peut changer d'avis. Et donc, on se doit vraiment de poser la question aux proches. Après, malheureusement, il faut en parler à ses proches. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Et du coup, si le patient est sur le registre des refus et qu'il a changé d'avis, qu'est-ce qui prime? Alors, le registre national des refus, c'est vraiment la loi. C'est-à-dire qu'au moment où nous allons avoir le diagnostic de mort encéphalique, nous allons pouvoir interroger ce registre. Donc, on interroge ce registre par le biais de l'agence de biomédecine. Donc, c'est un formulaire qu'on remplit. Et l'agence de biomédecine va vérifier si la personne est inscrite et va nous renvoyer la réponse de ce registre. Si la personne est inscrite, ça bloque automatiquement le don d'organes. D'accord. C'est-à-dire que même par rapport aux enfants, par exemple, on a besoin de l'autorisation des parents. Si les parents acceptent le don et que nous interrogeons ce registre et que l'enfant est inscrit, c'est-à-dire qu'un enfant peut s'inscrire à partir de l'âge de 13 ans, et du coup, le registre, c'est vraiment ce qui va prévaloir sur la décision. C'est vraiment un feu vert ou un feu rouge. Et nous, à partir de là, la procédure s'arrête. Oui. D'accord. Est-ce que je peux préciser juste quelque chose sur le registre national des refus? C'est que parfois, vous êtes confrontés, j'allais dire on, mais je ne suis pas du tout, mais vous êtes confrontés, les infirmiers coordinateurs, à des gens qui disent non, mais moi surtout, je sais qu'ils voulaient surtout pas donner, ou même nous, quand on parle du don d'organes, on se dit oui, moi je voudrais bien donner mes organes, mais franchement, moi je ne sais pas si je vais le faire parce que je ne voudrais pas qu'on prenne mes yeux ou mon cœur, parce qu'on y ajoute des sentiments qui n'y sont pas. Et les yeux, on ne prélève pas les yeux, mais seulement la cornée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le droit de s'inscrire sur le registre des refus et de seulement spécifier les organes qu'on ne voudrait pas donner. Comme ça, au moins, ça permet aux infirmiers coordinateurs de dire « Ok, on ne prélève pas la cornée, par exemple, mais on peut prélever tout le reste. » Ou les os, on peut spécifier. Et ça facilite nettement le travail. Alors, au moment du don, effectivement, nous interrogeons le registre à visée, puisqu'on a le droit de s'inscrire à visée scientifique. Donc, vous avez le droit d'émettre un refus sur un prélèvement scientifique qui pourrait aider la recherche médicale. Vous pouvez aussi émettre des restrictions sur des tissus. La plupart du temps, s'il y a des restrictions, c'est sur les tissus. Puisque nous pouvons aussi aider des personnes à retrouver la vie grâce à ce don. Et on peut s'inscrire sur les organes. Donc, sur le site de l'Agence de la biomédecine, aujourd'hui, nous avons la possibilité, en fait, depuis 2016,
de faire ça et d'émettre des restrictions, ce qui n'était pas le cas à l'époque, puisque quand on s'inscrivait automatiquement, on était inscrit, on ne pouvait pas prélever. Aujourd'hui, on peut être inscrit sur le registre, effectivement, pour émettre juste des restrictions. Merci beaucoup. Revenons à la greffe. Vous êtes tous les deux greffés, vous rétablissez petit à petit. Et une question qui nous est arrivée, c'est comment la vie quand on est greffé ? Parce que dans l'inconscient, on pense souvent qu'on a un organe qui est malade, donc voilà, on fait une greffe, on le remplace, et en fait non, on est greffé à vie. C'est pas aussi simple. Non, j'allais dire, je pense qu'on va être tous les deux d'accord pour dire qu'on a une vie quasi normale. La vie d'un greffé, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est un fleuve quand même. Oui, c'est vrai. Après, ce que je rajouterais, c'est que cette seconde vie, elle n'est pas la même pour tout le monde. Et en fait, il y a différentes étapes qui peuvent être plus ou moins longues en fonction de la transplantation, enfin de l'organe transplanté, des suites opératoires aussi, qui parfois, on a de mauvaises surprises. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en réanimation. J'ai passé 3 mois. Donc forcément, en 3 mois en réanimation, je suis sortie, je faisais 37 kilos. Il y a eu toute une réhabilitation physique pour retrouver des muscles. Il y a aussi l'aspect psychologique. On ne ressort pas tous indemnes de la greffe. Parfois, ça va très vite, donc on n'a pas le temps de perdre sa vie. Moi, j'ai perdu 4 ans de ma vie et voilà, le fait d'être en urgence vitale, d'avoir un enfant, etc., psychologiquement, j'ai mis plus longtemps à revenir dans la vraie vie. Voilà, j'y suis maintenant. Tu étais sportif déjà avant d'être greffé. Est-ce que le fait d'être sportif, en quoi ça t'a aidé ? Est-ce que oui, j'étais sportif. Est-ce qu'on peut faire du sport quand on est greffé aussi ? Alors, on peut faire du sport tout le temps. Même en dialyse, je faisais du sport et ça m'a aidé à surmonter justement les dialyses. Donc oui, j'étais sportif avant. Le sport, en fait, a toujours fait partie intégrante de ma vie. Et par la suite, pour la petite anecdote, moi, la greffe s'est plutôt bien passée, même si j'ai eu une maladie nosocomiale juste après, mais j'ai fait 8 jours d'hôpital. C'est une greffe de rein. 1 mois après, je suis parti courir 30 km. Voilà. Donc, moi, pour le coup, c'est vraiment... Donc, on peut faire du sport. Donc, on peut faire du sport. Donc, alors, je n'ai pas couru tout le temps, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, il y a un avant, un après. On est tous différents, les patients sont tous différents, on vit tous les choses différemment. Pour moi, dans mon malheur, j'ai eu cette chance-là que ce soit bien passé et que j'ai pu tout de suite refaire du sport. Et refaire du sport, bien sûr, c'est se réapproprier son corps. Parce que même si ça s'est bien passé, on m'a transplanté un organe, donc c'est quand même pas rien. Il faut l'accepter. Mentalement, physiquement, il faut se remettre quand même du lourd opération. Et le sport, donc justement, moi, c'est ce que je voulais dire au début. En fait, la transplantation, c'est un petit peu comme une compétition. Et moi, je l'ai pris un petit peu comme ça. C'est-à-dire que c'est le jour de la compétition. Et si on est bien préparé, donc si physiquement on est bien préparé, j'avais la chance de pouvoir quand même, malgré la dialyse, physiquement pouvoir faire quelques petites choses. Et bien du coup, on aborde mieux physiquement l'opération et on se remet plus vite. Donc, en tout cas, le sport a une place très importante et est essentiel et important dans la réhabilitation du patient. On a d'autres questions qui nous sont arrivées. Comment trouvez-vous les contacts des familles pour savoir à quel membre donner cette information ? Alors, c'est une question très importante puisque malheureusement, nous n'avons pas toujours les coordonnées des proches au moment où nous accueillons ces patients. Donc, effectivement, s'il y a un smartphone et qu'il n'y a pas de code, on a la chance de pouvoir rentrer dans le téléphone. Mais sinon, on va vraiment faire une véritable enquête pour essayer de retrouver les proches. Moi, je sais qu'une petite anecdote, un jour, ça m'est arrivé de ne pas avoir d'identité d'un patient. Personne oui, en fait, c'est ça. Déjà, dès le départ, il faut avoir l'identité du patient. Dès le départ, il faut avoir une identité, sinon on ne peut pas interroger le registre national des refus. Donc, ce qui est compliqué pour la suite. Donc, du coup, on arrête la procédure. Et donc, ce patient-là avait un tatouage. Et c'est grâce à ce tatouage que j'ai réussi à retrouver la famille. Donc, pas tout de suite. Il m'a fallu 2 jours, puisque ce tatouage a été diffusé dans un journal
Et c'est comme ça qu'on a pu se mettre en relation avec la famille. Et effectivement, ce monsieur avait donc une épouse, avait des enfants. Et on a pu leur annoncer et retrouver le contact. Donc la plupart du temps, ce sont des enquêtes. Et elle était donneuse du coup? Alors, malheureusement, vu que j'ai eu l'identité par la suite, la procédure était arrêtée puisque malheureusement, il faut aller assez vite. Donc, quand on a la chance d'avoir les coordonnées, c'est très bien. Alors, qui on détermine dans la famille? Alors, à l'époque, on parlait de famille. Aujourd'hui, on parle de proches, puisque, par exemple, si ça arrive à un monsieur qui est SDF, eh ben, on va poser la question à quelqu'un qui est en relation avec lui. Ça peut être les personnes avec qui il est habituellement. Et donc, le proche se définit comme étant une personne de l'entourage, mais qui connaissent les volontés de la personne. Voilà, donc au quotidien, c'est vraiment important d'avoir les coordonnées. Alors, on utilise beaucoup les pages blanches. On peut être amené à rechercher aussi sur les réseaux sociaux pour retrouver des familles, pour pouvoir leur annoncer. Et quand il y a une personne de confiance, donc on s'adresse à la personne de confiance. Et sinon, en fonction, souvent les entretiens, il y a plusieurs personnes qui sont là et qui assistent à l'entretien. Et donc, nous faisons la demande de la non-opposition à la personne qui est la plus proche du donneur. Il y avait une autre question justement sur le délai. Combien de temps vous avez combien de temps en fait pour trouver l'identité de cette personne? Combien de temps tient un organe, par exemple? Alors, la stabilité hémodynamique du donneur, ça dépend un petit peu du donneur et de la cause. Par exemple, un accident vasculaire cérébral, ça pourrait être beaucoup plus stable, mais un traumatisme crânien avec des saignements importants, il faut aller très vite. Donc, en fait, c'est le plus vite possible. Et par rapport à ce qu'on appelle l'ischémie des organes, il faut savoir qu'un cœur, ça a une durée d'ischémie de 4 heures. Donc, ça veut dire qu'au moment où on va au bloc opératoire avec un donneur, en même temps, dans un autre bloc opératoire, il faut que le receveur aussi puisse rentrer en même temps, puisque à partir du moment où, quand on va faire ce qu'on appelle le clampage aortique, l'arrêt de la circulation, nous avons 4 heures pour greffer ce cœur et 4 heures pour les poumons. Pour les organes digestifs, foie, pancréas, c'est un peu plus long, puisque c'est 6 à 8 heures. Et puis le rein, ça peut être jusqu'à 24, 36 heures. Y a-t-il des profils de personnes qui sont écartées en tant que donneurs? Alors, il y a des contre-indications absolues chez certains donneurs, comme par exemple des pathologies infectieuses ou virales importantes, actives. Après, l'absence d'identité, évidemment. Après, il y a des donneurs, par exemple, pour lesquels on ne connaissait pas trop les habitudes, mais par exemple la toxicomanie, avec un risque sérologique important, pourrait être des contre-indications. Et après, vraiment, les donneurs sont vus au fil de la prise en charge. C'est qu'on n'écartera rien au départ et on essaiera vraiment d'aller vers ce don. Et puis, nous avons aussi l'Agence de la biomédecine qui nous permet aussi de filtrer et de nous dire si c'est un donneur potentiel ou pas. Si le donneur est instable, effectivement, et qu'il ne peut pas proposer, il ne peut pas aider des personnes, ça ne sera pas un donneur d'organes. Et j'ai une question toute bête, mais un greffé peut être donneur? Alors, un greffé peut être donneur, ça m'est arrivé. D'accord. Est-ce qu'il arrive que des personnes vivent mal le fait de porter un organe d'une autre personne après avoir été greffé? Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique déjà, j'imagine? Vous avez peut-être que vous avez peut-être suivi vous aussi. Oui, en principe, l'accompagnement psychologique est proposé par les équipes médicales, même avant la greffe, dès l'annonce de la maladie. Moi, ça a été mon cas. Et puis, j'ai recherché cet accompagnement psychologique parce que voilà, j'avais un enfant en bas âge, il fallait vivre avec ça. Puis moi, je l'ai quand même vécu comme un traumatisme. Donc, et l'annonce de la maladie, et la greffe, et le post-greffe. Donc, moi, j'ai eu un accompagnement pendant un certain temps. Et voilà, ça a été salvateur pour moi. Oui. Une autre question, comment se passe cette autorisation parentale en cas de parents séparés ou en cas de désaccord? Alors, l'autorisation parentale pour les mineurs, elle est obligatoire. Et il faut que vraiment les deux personnes qui sont les parents doivent signer cette autorisation. Alors, ça arrive que parfois des parents vivent à l'étranger, donc le mail fonctionne, le fax peut fonctionner aussi, mais il faut vraiment que les deux autorisent. En cas de désaccord, on essaiera toujours de recentrer sur la volonté de l'enfant. C'est ce qu'on fait aussi pour les adultes, d'essayer de se rapprocher le plus de ce qu'il aurait souhaité, même s'il ne s'était pas prononcé, mais de prendre cette décision en pensant à lui, en fait, et pas penser à soi.
Après, j'imagine, pour les parents, c'est plus compliqué puisque c'est vraiment une décision et prendre la décision pour son enfant, c'est encore pire, je pense. Pour avoir eu quelques donneurs, après nous, sur Mondor, on ne fait pas de donneurs pédiatriques, mais j'ai déjà eu le plus jeune qui était de 13 ans. Donc c'est très compliqué pour les parents de prendre cette décision-là. Mais d'un autre côté, il permet aussi de sauver... le don d'organes, c'est la vie, hein, et puis ça permet de sauver donc, des enfants qui sont aussi en attente. Alors ça arrive aussi que des patients jeunes, des donneurs jeunes, en dessous de 35 ans, puissent aider des enfants, puisque dans ces cas-là, l'organe, il y a des organes qui peuvent être partagés, comme le foie, et donc on peut sauver des enfants de 3 mois en faisant ce qu'on appelle un split hépatique. Et voilà, puis après, sur les organes qui sont au nombre de 2, donc le poumon droit, le poumon gauche peuvent aussi aider des personnes qui sont plus jeunes. Donc voilà, après, concernant l'autorisation parentale, c'est vraiment les 2 parents. Justement, tu me fais ma transition parfaitement, merci beaucoup. Au niveau des mineurs, est-ce que vous parlez de la greffe à vos enfants? Comment vous abordez la question tous les 2? Très naturellement, en fait. Pour la petite anecdote, j'ai eu mon premier garçon et puis 2 mois après, j'ai été transplanté. Donc là, évidemment, c'était un peu compliqué. C'était à la période de Noël. J'ai ce souvenir de mon gamin de 2 mois qui voit son père descendre, fermer les portes de l'ascenseur se ferment pour descendre au bloc. Mais très rapidement, je lui ai parlé, j'en ai 2, mais je leur ai parlé de ce que c'était que la transplantation, en fait, avec des mots simples. Les enfants, ils se font des images dans la tête, donc voilà, les représentations mentales. Et à l'époque, pour mon grand, alors ça aussi c'est une anecdote, mais c'est très parlant, il y avait un dessin animé qui s'appelait Plane, où c'était un petit avion comme ça, qui était champion de looping, etc. Puis il casse une pièce. Puis il ne peut plus rien faire, etc. Et tout le monde cherche une pièce. Donc évidemment, j'ai fait le rapport, tout simplement, donc ça lui a parlé. Et en fait... voilà, ce sont des vraies éponges, donc ils comprennent très vite, ils cherchent aussi à comprendre, ils voient bien que tous les jours on prend des médicaments, etc. Donc ils se posent des questions, donc autant leur expliquer très naturellement, très simplement les choses. Et puis de toute façon, ça reste des enfants, à leurs yeux, je reste leur père, et tout se passe bien, et ils comprennent, et puis eux-mêmes, ils peuvent aussi en parler derrière à leurs amis. Et donc on peut aussi faire passer le message du don d'organes comme ça. Et pour toi, Ludivine ? Oui, en fait, c'est les mots simples. Les enfants, déjà, il faut partir du principe qu'ils n'ont pas du tout nos tabous, ils n'ont pas du tout les tabous des adultes. Donc pour eux, tout est assez simple. On l'explique effectivement le plus simplement possible. Dans mon cas, il y a eu l'interrogation quand même, parce qu'en grandissant, parce qu'il avait 9 ans, finalement, Paul, quand j'ai été greffée. Donc vers l'âge de 7-8 ans, il a quand même posé la question, puisque bon, j'avais quand même l'oxygène, et puis il me voyait m'affaiblir quand même de jour en jour. Donc il se rendait compte que c'était très grave. La maladie était lourde, elle était très présente dans notre quotidien. Il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas monter des escaliers, je ne pouvais pas aller le chercher à l'école. Donc ça, il avait cette conscience-là. Donc il a quand même posé la question plusieurs fois si j'allais mourir. Et lui aussi a eu un suivi psychologique. Et donc, j'ai appelé son psy et j'ai dit, voilà, maintenant, il va falloir que je réponde à cette question, vraiment, parce que potentiellement, oui, je savais que c'était une greffe très risquée. Et il m'a répondu, oui, il va falloir lui dire que c'est possible. Donc ça a été là, j'ai dû vraiment rentrer. C'était plus, on change le cœur, voilà, ça va se faire tout simplement. Là, il a fallu vraiment que je réponde à cette question difficile. Et je lui ai dit, oui, c'est une opération dans laquelle on peut mourir. Mais je lui ai dit, tu vois, Paul, là, tu me regardes bien. Dis-toi bien, je n'ai pas du tout l'intention de mourir, donc ne te mets pas ça dans la tête. Et voilà, ça a été ma réponse. Mais l'avis du psy, c'était, il faut dire la vérité. Et j'en profite pour faire un petit coup de projecteur sur Transform, puisque vous êtes vraiment engagé aussi pour la sensibilisation des enfants à travers l'action 10 000 cœurs, où vous parcourez les écoles et vous proposez aux enseignants de faire une sensibilisation. Et chaque enfant dans les classes fait un cœur et vous les redistribuez aux enfants qui sont en attente de greffe dans les hôpitaux.
Merci beaucoup pour ces témoignages. On a 2 autres questions qui nous sont arrivées. Est-ce que l'organe greffé peut être réutilisé une nouvelle fois sur un autre patient en cas de décès imprévisible du premier receveur ? Alors en pratique, ça ne m'est jamais arrivé, mais effectivement, si le greffon fonctionne, pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est des choses qui restent relativement rares de réutiliser en tout cas l'organe qui a été greffé. Mais par contre, ce receveur, cet ancien receveur peut être donneur d'autres organes, Oui. puisque nous avons plusieurs organes. Donc oui, ça... Et autre question, après une greffe de cœur, la personnalité, sensation, souvenir du donneur change-t-elle ? Non. La C'est réponse, toujours la même. La réponse, c'est voilà, il y a souvent cette question. La réponse, c'est toujours la même. Non, c'est qu'effectivement, bon, on a beaucoup de fantasmes autour du cœur parce que on pense que c'est la zone des sentiments, mais en fait, bon, tout se passe au niveau du cerveau maintenant. Mais c'est vrai que voilà, c'est une question qui revient tout le temps, mais non. Alors les patients, quand les receveurs se réveillent, la première question, ils essayent de savoir, d'avoir des informations sur les receveurs. De savoir ce que vous avez fait, vous, par exemple, vous avez essayé de savoir ? Moi, je ne voulais pas du tout. Ok. Moi, il y a des informations qu'on traînait que j'ai vu passer, mais bon, voilà. Non, mais on dira rien. Non, mais je ne connais pas l'identité, je vous rassure. Souvent sur les goûts, en disant j'aimais pas tel aliment avant et puis aujourd'hui j'aime bien cet aliment. Est-ce que finalement mon donneur aimait cet aliment ? Donc peut-être que ça se retransmet. Donc il se pose beaucoup de questions comme ça. Mais la vie après la greffe n'est plus la même. Quel est votre quotidien aujourd'hui ? Vous avez des traitements anti-rejet qui sont très très lourds. Est-ce que vous pouvez nous en parler juste 2 minutes ? Oui, on a des traitements anti-rejet, donc c'est 2 fois par jour. On est tous logés à la même enseigne, de toute façon. Après, bon, moi, dans ma maladie, avant, j'en prenais encore plus que j'en prends aujourd'hui. C'est pas peu dire. Et puis, la vie au quotidien, c'est la vie de quelqu'un quand tout se passe bien, comme on disait, voilà, la greffe, c'est pas un long fleuve tranquille. On peut avoir parfois des rejets qui se traitent, d'ailleurs. Tous les rejets ne mènent pas à une deuxième transplantation. Il y a des rejets qui se traitent, qui demandent des traitements à l'hôpital. Mais la vie, elle reprend son cours. Alors, pas forcément tout de suite, pas pour tout le monde au même rythme, mais on reprend la vie. Moi, je suis redevenue une maman au quotidien. Qui va bientôt retravailler. Voilà, une femme au quotidien. Et donc, bientôt, voilà, je reprends, d'ailleurs, lundi. Donc, c'est vraiment très, très bientôt. Après 11 ans d'arrêt, quand même. 11 ans d'arrêt, oui. On n'aborde peut-être pas ce jour d'une façon anodine, quoi. Avec un peu de stress, beaucoup de stress, en fait. Bon, on pensera à toi lundi. Emmanuel, l'année dernière, Cagip avait fait un don à ton association Montagne d'Espoir. Est-ce que tu peux juste nous dire qu'est-ce qui s'est passé en 1 an ? Bien sûr, ce don a permis de faire 2 beaux événements. Le premier, il s'appelle les Relais de l'Espoir. C'est lors du triathlon de Cagnes-sur-Mer. L'idée est de valoriser toute la chaîne du don d'organes, dont on parle aujourd'hui. On parle vraiment des receveurs jusqu'aux donneurs. Et moi, j'inclus aussi, bien sûr, les proches et la famille tout autour, où l'idée était de créer des équipes relais. Donc, une personne qui va faire la natation, une personne qui va faire le vélo et la course à pied lors de ce triathlon. Et dans ces équipes relais, composées du mieux possible d'un greffé, de son soignant et d'un proche pour vraiment symboliser cette chaîne du don d'organes. Donc ça a été un beau succès avec une 20aine d'équipes. Et puis le deuxième événement qu'on a pu faire, c'est composer une équipe de 4 personnes transplantées qui ont fait dont je faisais partie d'ailleurs, et on a fait le raid Naturman, qui était la traversée du Var en natation, trail, VTT et vélo de route. Donc ça faisait en gros 370 km, on avait 48 heures pour finir. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de montrer que la greffe permet de faire revivre et bien revivre des patients, et que c'est
voilà, et bien sûr faire passer le message sur le don d'organes. Donc bien sûr, je remercie CAGIP parce que sans vous, rien n'aurait pu être possible. On a hâte de savoir ce que tu nous réserves pour l'année prochaine. Et en parlant de sport, on a un petit message rempli d'optimisme de notre petit Rodrigue qui est un fervent sportif, un jeune garçon qui a été greffé et qui nous prouve que le sport aide beaucoup dans le rétablissement de la greffe. C'est parti en images. Je m'appelle Rodrigue. Je suis greffé du rein depuis maintenant 4 ans et demi. Depuis tout petit, je suis super sportif. J'ai commencé le tennis et le ski à 3 ans. J'ai fait du judo pendant 5 ans et de l'escrime pendant 6 ans. J'ai commencé le foot à 7 ans et j'en fais toujours. Pour moi, le sport est vital et j'ai toujours cru que malgré la transplantation, je pourrais pratiquer une activité physique. La preuve, la greffe ne m'a pas arrêté. Je pratique 9 heures de sport par semaine aujourd'hui, dont 6 heures en club. Pour l'anecdote, c'était juste après la greffe, précisément 2 semaines après l'opération, j'étais encore hospitalisée. Mon parrain m'a offert un ballon et je suis descendue directement dans le parc de l'hôpital pour jouer avec mon père. Je me disais qu'après chaque examen médical, j'aurais le droit à ma partie de foot l'après-midi en récompense. L'activité physique m'a aidé à reprendre confiance en moi et à ne pas rester coincée dans la maladie. En 2019, j'ai participé aux Jeux nationaux à Dole et aux Jeux mondiaux à Newcastle avec l'équipe de France. C'était super de partager avec les greffés des 4 coins du monde et de parler du don d'organes. Aux Jeux nationaux ou internationaux, on retrouve la grande famille des greffés. Lors des trajets, dans les tribunes ou sur le terrain, l'ambiance est toujours bienveillante. On est content d'être ensemble. La communication est très facile. Pour conclure, si on croit que la greffe et la maladie nous empêchent de faire du sport, c'est faux. Au contraire, c'est stimulant et bénéfique. Comme disait Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Un petit message rempli d'espoir. Je pense que juste pour conclure, on peut dire que le don d'organes, c'est la vie. Quoi que vous décidiez ou quoi que vous le souhaitiez, le plus important, c'est de le dire. Je pense que c'est vraiment le mot d'ordre aujourd'hui. Vincent, salut. Bonjour Mathilde. Tu es le co-capitaine de l'équipe CAGIP Cours en Cœur. Vous allez prendre le départ avec tes 13 acolytes coureurs et 4 accompagnateurs 3. Le 22 mars prochain pour le départ de la course du cœur. Ça va, pas trop stressé? Écoute Mathilde, pour te répondre, il y a une bonne partie de l'équipe qui est là aujourd'hui et je vois à leur sourire que ça a l'air d'aller. Je pense que oui, il y a un peu de stress parce qu'individuellement, l'épreuve, c'est une découverte sur soi-même. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est en 2 mots, la course du cœur? La course du cœur, en fait, c'est l'idée de parcourir de Paris jusqu'aux Arcs, donc Bourg-Saint-Maurice, en fait, en relais sur 4 jours et 4 nuits à travers nos pieds, c'est-à-dire soit en course à pied, soit en vélo. Ça représente 750 km. Ouais. Les 50 derniers kilomètres sont importants. Et quelques-uns sont importants parce qu'un peu en montée, effectivement. On préfère ceux en descente, mais effectivement, ça représente du kilomètre. Et donc, c'est une chaîne, on parlait de la chaîne du don, mais c'est aussi une chaîne, finalement, de plein de sportifs qui se relaient sur ces 4 jours et ces 4 nuits, et qui permet de passer sur toutes les routes de France le message de la sensibilisation don d'organes. Et donc, CAGIP, avec nos beaux maillots que vous voyez ici, on est pour le coup très visible et très reconnaissable, et on participe à cette grande fête avec un immense plaisir et beaucoup d'émotion. Et merci à Dorine Aucourt qui nous a designé ces beaux maillots. Très belle notre créativité. directrice artistique. Voilà. Et vraiment, on est très remarqué sur les routes de France. Alors, c'est la 11e année que CAGIP s'engage pour la course du cœur. Et à cette occasion, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la marche du cœur sur tous les sites, que vous soyez en région. 1 km égale 5 € remis à des associations qui se mobilisent en faveur du don d'organes. Et puis, on vous suivra sur les réseaux sociaux. Avec grand plaisir, oui. Rendez-vous le 14.
le plus nombreux possible. C'est vraiment la fête de CAGIP, la sensibilisation au plus grand nombre sur le don d'organes. Qui est ouvert à toutes les entités du groupe Crédit Agricole. Ouvert à tous les copains que vous pouvez croiser. Et au cours de la course du cœur, on aura le plaisir également de faire des sensibilisations en agence, puisque comme le disait Hervé en introduction, on a ouvert cette sensibilisation à trois autres caisses régionales. Donc on est très très fiers chez CAGIP de cet engagement. Merci beaucoup Vincent. Voilà, cette conférence touche à sa fin. Merci beaucoup de votre participation. Merci pour toutes vos questions. Vous retrouverez les réponses à vos questions avec le replay de cette conférence sur l'intranet CAGIP auquel vous pourrez accéder librement. Merci beaucoup à nos invités d'être venus jusqu'à nous. Vous avez bravé les grèves. Vous venez de loin de Nice pour toi Emmanuel. Donc merci à tous. On se donne rendez-vous très bientôt. De Brive pour Ludivine. Oui, et de Brive. Dire ça. Hein. Brive. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous.